Ok, vas-y. Il y en a qui vont se marrer. Ah, ok. Alors, Pierrick, c'est à toi maintenant. Et on y va. Et désolé pour la. C'est parti. Alors, désolé, on a eu un petit bug. Heureusement qu'il vient d'être réparé. Merci l'équipe technique. Bonsoir à tous. On est vraiment ravis de vous retrouver ce soir pour une édition tout à fait inédite, comme vous avez pu vous rendre compte, des conférences du Salon des étalons du Lion d'Angers. Mais nous sommes là et vous êtes là, donc c'est formidable. Je voudrais, au nom des AQPS de l'Ouest, au nom de la CELCO et au nom du CET, remercier du fond du cœur les partenaires qui nous ont, depuis le départ de cette aventure du Salon du Lion d'Angers, qui nous ont soutenus et qui continuent à le faire. Je voudrais citer Dina Vena, je voudrais citer Red Mills, les laboratoires Linker, un nouveau venu aussi parmi nos partenaires, Bio 3G, qui va nous faire le plaisir d'une conférence tout à l'heure, ASAP, Assurance Generali Laval, Clôture Concept Négoce, sans oublier le soutien indéflectible d'Alain Pelletier et de toute l'équipe de l'hippodrome du Lion d'Angers, sans lesquels nous ne pourrions rien faire. Nous allons démarrer ces conférences avec une conférence donc de Red Mills. Coralie Chavreau nous a préparé. Elle est une conférence. Malheureusement, elle n'est pas là, mais elle est prête à dégainer à distance. Donc, le thème de cette conférence, comme vous avez pu le voir tous, c'est comment lire une étiquette pour choisir en toute connaissance de cause son aliment. Voilà, donc on enchaîne sur la conférence de Red Mills. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour une nouvelle conférence. Je suis Coralie Chavreau, nutritionniste pour les aliments Red Mills, et ce soir je souhaiterais vous parler de la meilleure façon, de la procédure à suivre pour choisir le meilleur aliment possible pour vos chevaux. Et pour cela, je vais m'aider d'un support visuel qui me permettra de mieux vous expliquer. Alors, le problème que l'on rencontre le plus aujourd'hui, c'est un problème de choix. Il y a beaucoup de différentes marques d'aliments qui sont présentes sur le marché et il est compliqué de faire un choix pour vous. La sélection de meilleurs aliments pour votre cheval doit se faire sur un nombre de critères assez important et doit être faite de manière rigoureuse. Si l'on s'oriente sur un aliment de meilleure qualité, nous serons capables de donner moins de volume, ce qui est meilleur pour le bien-être digestif des chevaux, tout en réussissant à obtenir de bons résultats. Donc, maintenant, le principal problème, c'est de savoir analyser l'étiquette d'un aliment. L'étiquette, elle se présente la plupart du temps avec un visuel et des chiffres qu'on appelle les constituants analytiques. Beaucoup restent focalisés sur ces chiffres. Cependant, il est primordial d'associer à ces chiffres la composition, c'est-à-dire les matières premières qui sont utilisées, que l'on retrouve dans l'onglet composition et qui sont tout le temps énoncées en ordre décroissant, c'est-à-dire le premier composé, ici dans notre exemple, la pulpe de betterave, est l'élément le plus présent dans cet aliment. Et nous avançons comme ça en fonction des matières premières utilisées. Pourquoi c'est important ? Je vais vous donner des exemples avec la mise en relation des différents constituants analytiques en termes de chiffres, et on va essayer de les mettre en relation avec les matières premières qui sont utilisées. Le premier élément que l'on peut citer sont les protéines. Alors, les protéines brutes, ici, dans cet aliment-là, sont de 12,5%. Très bien. Il y a d'autres aliments qui sont plus riches en protéines. Des aliments élevage ou des balanceurs seront facilement à 16, 18, 20, voire plus de protéines en pourcentage dans l'aliment.
Cependant, si la source des protéines utilisées pour obtenir ce pourcentage ne sont pas des protéines de qualité, c'est-à-dire qu'elles sont faibles en acides aminés essentiels, alors le taux pourra être aussi bon et aussi élevé qu'il le peut en termes de chiffres. Si la source n'est pas bonne, ce chiffre ne servira à rien puisque les protéines de mauvaise qualité ne sont pas correctement assimilées et ne sont pas utilisées par l'organisme des chevaux, donc ne sont pas bénéfiques tout simplement. Ici, si on prend notre exemple concret, 12,5% de protéines, et si nous descendons dans la composition pour voir d'où proviennent ces protéines, on voit que la source majoritaire est le soja. Le soja, nous descendons une fois de plus et regardons ce tableau tiré de l'INRA, le pourcentage de lysine qui est l'acide aminé essentiel limitant pour l'assimilation des protéines, on voit que le tourteau de soja se situe dans une très bonne tranche à 6,5% de lysine par matière azotée totale. Donc voilà, les protéines, on regarde le chiffre, on regarde la source, on met en corrélation et si satisfaisant, ok, on passe à la suite. Maintenant, intéressons-nous au taux de matière grasse. Alors, la matière grasse, au même titre que les protéines, on a différentes qualités de matière grasse. Par qualité, j'entends la conservation de cette matière grasse. Est-ce que le type de matière grasse utilisée va rancir, faire perdre de l'appétence potentiellement au produit? C'est souvent le problème que l'on rencontre avec des mauvaises qualités de matière grasse. Et un autre paramètre important, c'est le ratio oméga 3, oméga 6. En effet, dans les fourrages, on observe une carence en oméga 3. Il est donc important pour des chevaux principalement nourris au fourrage de complémenter et de rééquilibrer ce ratio en apportant une huile riche en oméga 3. C'est le cas de nombreuses huiles. Cependant, l'huile de lin, par exemple, qui est une bonne source de matière grasse avec un bon ratio oméga 3, oméga 6, a tendance dans les aliments à faire rancir. C'est tout un tas de connaissances que l'on peut avoir et qu'il est important à prendre en compte dans l'analyse d'un aliment. Ici, dans notre exemple concret, la matière grasse est issue principalement d'huile de soja. Troisième exemple, les fibres. Les fibres sont très importantes pour les chevaux, bien que la principale source de fibres pour les chevaux doit être le foin. Les aliments qui sont parfois plus faibles en amidon seront plus riches en fibres. La source de fibres est importante puisque dans certains aliments concentrés, l'on retrouve du foin haché ou certaines fibres comme celle-ci qui peuvent finalement être très bien données par une bonne qualité de foin. Une source de fibres, comme c'est le cas ici dans cette étiquette d'aliments, comme la pulpe de betterave, est une bonne source de fibres puisqu'elles sont qualifiées de superfibres, qu'elles activent le transit et permettent de garder l'hydratation des chevaux. Donc, les fibres, on regarde le pourcentage, mais on regarde, comme fait auparavant avec les protéines et les matières grasses, d'où elles sont issues pour avoir ce taux-là de fibres. Alors, un point important, puisque c'est un point qui fait débat, c'est l'énergie. Souvent, certains pensent qu'une énergie élevée est source d'amidon élevé. Or, c'est faux. Au même titre que pour l'humain, l'énergie peut être tirée de sucre rapide ou de sucre lent. Dans un bon aliment pour chevaux, il faut mettre en corrélation le taux d'énergie avec les sucres lents, qui sont pour les chevaux la fibre et la matière grasse, et les sucres rapides, qui sont dans ce cas-là le taux d'amidon. Dans cet aliment-là, nous avons un taux énergétique qui est assez fort, puisqu'il est de 13,3 mégajoules par kilo, et je mets en relation cette énergie avec le taux de sucre rapide. Ici, l'amidon est de 19%. Ce n'est pas un taux très élevé pour un aliment qui serait pour des chevaux de sport, par exemple. Et je mets en relation les sucres lents, qui sont les fibres brutes, et la matière grasse, qui sont, elles, très élevées. Alors, pour le coup, je pense que mon énergie digestible est quand même majoritairement liée à des sources de sucre lent. Cependant, on va reprendre un peu
les histoires d'amidon, parce qu'il y a beaucoup de débats autour de ça, et je pense qu'il est important de refaire un point. Alors la grande question de l'amidon, ça devient un peu la bête noire dans les aliments, mais j'aimerais mettre un point d'honneur à dire que l'amidon n'a pas que des défauts. L'amidon, parallèlement à l'humain, est une très bonne source de sucre rapide. Okay, c'est l'équivalent de votre carré de sucre blanc pour les chevaux. Cette source de sucre rapide, elle est essentielle pour des chevaux dont on souhaite faire une activité courte et intense et avoir de l'énergie mobilisable rapidement. Donc, il faut adapter la composition énergétique en fonction de l'athlète et de l'effort qu'il va devoir produire et adapter ce taux d'amidon-là également en fonction des problèmes de santé éventuels des chevaux. Il faut savoir que l'amidon est essentiel puisqu'on a une limite qui s'appelle la capacité d'ingestion des chevaux, c'est-à-dire la capacité qu'ils ont à manger du foin toute la journée. Un cheval qui mange du foin toute la journée va répondre à un grand nombre de ses besoins dits d'entretien. Cependant, il ne pourra pas en manger plus et si l'on lui demande une activité supplémentaire, il faudra apporter une source d'énergie qui est plus condensée et qui sera plus réduit en termes de volume et plus concentré. D'où l'intérêt d'utiliser ce qu'on appelle des concentrés alimentaires pour les chevaux, puisqu'une fois que le cheval a mangé du foin bien toute la journée, si ses besoins sont plus importants, la seule source que l'on peut trouver, ce sont des sources d'aliments concentrés. Alors, il faut porter une attention au taux d'amidon, certes, mais aux méthodes de préparation et des cuissons qui sont apportées à l'aliment que vous êtes en train d'analyser. En effet, comme vous le savez, l'amidon est difficilement digestible par les chevaux. C'est une digestion enzymatique qui demande beaucoup de travail et peut être source de problématiques d'ulcères ou de surcharge d'amidon qui entraînent des myosites. OK. Mais si le fabricant d'aliments fait les choses bien, l'amidon, qu'on peut comparer à une patate pour nous, par exemple, s'il est correctement cuit, voire cuit et mis en purée, forcément, le cheval pourra assimiler bien mieux l'amidon que contient la céréale. Donc ça, c'est vraiment intéressant de se renseigner s'il y a des méthodes de cuisson ou de préparation qui sont exercées sur les matières premières. En méthode de préparation, par exemple, on peut avoir l'orge entier, ou bien en méthode de préparation, ils peuvent appliquer de l'aplatissage, du concassage. Donc ça permet de faire une première digestion mécanique et d'aider à ouvrir la matière et la mettre disponible pour que les enzymes puissent aller attaquer cette matière et la digérer. Mais encore mieux, on peut avoir des méthodes de cuisson et de préparation, comme par exemple c'est le cas de l'extrusion ou du floconnage, de cuisson et de mise en purée. C'est-à-dire que la céréale, elle va passer, elle va être cuite entièrement, donc l'amidon qui le compose va être gélatinisé, puis donc potentiellement réduit en purée avec l'extrusion. Là, c'est du pain béni. Les chevaux ont beaucoup plus de facilité à le digérer. Et dans ce cas-là, même si le taux d'amidon est légèrement, on va dire que vous le trouvez légèrement élevé par rapport aux chevaux, si des méthodes de cuisson et de préparation correctes y sont appliquées, alors il y a peu de risques. Si l'aliment est bien distribué dans des bonnes conditions en petits repas, qu'il y ait des problématiques derrière. Donc ça, je tenais à le redire parce que maintenant, on parle de sang céréal. Le sang céréal pour des chevaux qui ne font pas forcément d'activité intense, c'est très bien, ça peut très bien fonctionner. Après, sur des chevaux athlètes, méfions-nous car on pourrait avoir potentiellement une baisse des performances si on n'a pas de l'énergie rapide qui puisse être disponible. Alors maintenant, on peut faire un point sur les vitamines et les minéraux qui sont également importants. Alors là, les principales questions à se poser, c'est savoir si les minéraux sont présents sous forme minérale, sous forme de sels minéraux, ou bien organiques, sous forme de minéraux qui sont dits chélatés, et les ratios cuivre, zinc, calcium, phosphore,
énergie, protéines. Tous ces ratios-là sont à prendre en compte en fonction des besoins de vos chevaux. Si on a un animal en croissance, si on a un animal en vieillesse, voilà, tout ça, c'est important à prendre en compte et à regarder de près. Les vitamines également. Alors ça, on peut se renseigner sur la fabrication du prémix. Est-ce qu'il est fabriqué par le fabricant d'aliments lui-même ou est-ce qu'il est acheté par le fabricant d'aliments et intégré à l'aliment? Ça peut être intéressant. Et les méthodes de conservation qui vont pouvoir influencer la conservation ou non des vitamines dans l'aliment. En effet, il y a des méthodes de conservation qui sont choisies par le fabricant, des sacs papier, est-ce qu'on va être livré en aliments vrac, des sacs à atmosphère contrôlée. Et ensuite, une fois arrivé chez le client, c'est à lui de faire attention aux méthodes de conservation extérieures. Est-ce que l'aliment va être stocké dans un hangar, dans un silo, sous un abri ou carrément à l'extérieur? Sachant que le risque principal d'avoir une mauvaise conservation des aliments, c'est d'avoir une perte des vitamines et une perte de l'appétence de l'aliment avec potentiellement de l'humidité qui remonte dans l'aliment, des développements de moisissures. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important à prendre en compte dans le choix des aliments. Le dernier point qui, selon moi, est important, c'est lorsqu'on a des chevaux athlètes. Il ne faut pas oublier que les aliments concentrés sont fabriqués à base d'éléments naturels, les matières premières. Ce sont principalement des éléments qui sont cultivés et qui peuvent être contaminés par des substances qui peuvent être retrouvées ensuite dans le sang ou dans l'urine des chevaux. Il est donc essentiel, quand on a un cheval de haut niveau, un cheval athlète, de faire attention à cela, puisqu'il serait vraiment désastreux d'avoir à retrouver des échantillons positifs liés à l'alimentation. C'est pourquoi je vous conseille de faire attention au fait que l'aliment soit bien régulièrement testé, potentiellement avoir un laboratoire sur le site de production des fabricants d'aliments qui permettent de vraiment tester tout cela et que vous soyez en sécurité de ce point de vue-là. Alors, il y a une chose que je tiens vraiment à redire, je pense que tout le monde le sait, mais la base de l'alimentation d'un cheval reste le foin, évidemment, et l'eau. Et ajouter un bon fourrage de qualité et une eau de qualité à volonté, on peut ensuite rajouter l'aliment concentré adapté. Donc là, c'est une petite question de fin de conférence. D'après vous, l'étiquette que je vous montre depuis le début de cette conférence est destinée à quel type de chevaux? Est-ce que c'est plutôt un cheval à l'entretien? Est-ce que c'est un cheval qui est destiné à faire du sport? Quel type de sport? Effort court, effort long? Est-ce que c'est un cheval d'élevage? C'est à vous de me dire. Alors, je vous laisse réfléchir quelques instants et je vous donne la réponse tout de suite. Pour vous orienter un peu, les protéines brutes à 12,5% sont légèrement faibles pour un cheval qui serait à l'élevage. Pour des aliments poulinières, étalons, nous conseillons plutôt autour de 14% et pour des poulains, encore plus, autour de 18%. Ensuite, on peut regarder le fait qu'il y ait plus de fibres lentes que de sucre rapide. Donc, malgré tout, une énergie élevée, donc c'est sûrement un cheval qui va avoir des besoins énergétiques qui sont élevés. On a la présence ici, vous le voyez, de pré-probiotiques. Donc, avec toute cette analyse-là, on peut clairement dire que c'est un aliment à destination des chevaux d'endurance avec un taux de protéines qui est adapté pour ce type de chevaux. Une énergie lente, mais quand même un taux d'amidon petit, mais qui est présent pour les sprints et avoir de l'énergie mobilisable rapidement. Un soutien en vitamine E, sélénium intéressant et des pré-probiotiques pour la flore intestinale.
Voilà, je vous remercie vivement pour votre attention. J'espère que cette conférence vous aura plu et je reste à votre disposition en ligne pour toute question. Pour cette conférence. L'alimentation, c'est la base de tellement de choses que forcément, on est toujours content de nos connaissances. Moi, j'ai eu la chance, comme beaucoup d'autres, d'aller visiter l'usine en Irlande de Red Mills, et je dois dire que c'est extrêmement bluffant de voir à la fois l'approvisionnement et tous les contrôles de qualité qui sont faits dès l'arrivée des différents aliments. Et ensuite tout le processus de fabrication qui est tout à fait extraordinaire. Donc merci beaucoup Coralie. Alors s'il y a des questions, je pense que les gens peuvent les poser directement sur le Facebook, et Coralie qui reste en ligne peut y répondre et elle aura à cœur d'y répondre. Donc nous allons pouvoir aborder la deuxième conférence, conférence qui est donc sponsorisée par le laboratoire Linker, ou Lankar, comme on veut. C'est le docteur, la doctoresse Léna Lomberts de la clinique de Mêlée du Maine, qui va nous parler d'un sujet extrêmement intéressant, sinon sexy, la diarrhée du fall. Merci. Bonsoir, je suis Léna, vétérinaire à la clinique équine de Mêlée. Et aujourd'hui, on va... Vous m'entendez? La diarrhée du poulain. Alors, c'est un... Ouais, 1, 2. Je recommence. Oh là là. La présentation, elle passe ou pas? Là, c'est bon. Ok, donc la diarrhée du poulain, c'est un problème majeur dans des grands et des petits élevages. Ça entraîne des grosses pertes économiques et c'est lié à différentes causes. Et environ 80% des poulains vont faire un épisode de diarrhée dans les premiers 6 mois de leur vie. Alors, je vais vous donner une petite explication sur la paroi intestinale. Donc, on va zoomer sur une partie de l'intestin grêle. Voilà. Donc, ceci, c'est la paroi intestinale avec les cellules qui vont absorber des nutriments. C'est des grandes molécules. Ils vont absorber des électrolytes. Les électrolytes qui vont être en équilibre entre le système sanguin et le contenu des intestins. Et ces molécules, ils vont entraîner de l'eau avec eux. Donc c'est du passage passif. Ils vont tirer l'eau avec eux vers le système sanguin. Mais aussi nos cellules, elles vont pomper de l'eau vers le système sanguin activement. Alors qu'est-ce qui se passe quand notre intestin il va s'inflammer ou éventuellement être détruit par notre agent infectieux, par exemple? Du coup, on ne va pas avoir une bonne absorption de nos nutriments. Nos électrolytes ils vont être en déséquilibre et du coup, ils ne vont pas pouvoir entraîner de l'eau avec eux. Et en plus, nos cellules qui sont inflammées ou cassées, ils ne vont pas pouvoir absorber de l'eau activement. Et en fait, on va avoir un passage de l'eau du système sanguin vers les intestins. Donc on a une forte déshydratation du poulain. Alors, sur la question, est-ce qu'un poulain peut boire de l'eau, oui et non? Alors, si un poulain de moins d'un mois, il a vraiment une grosse diarrhée
il ne veut pas téter chez la mère, il est déshydraté, oui, il peut boire un petit peu de l'eau. Un poulain de 4 mois qui jette sa tête dans l'abreuvoir pour boire des litres d'eau, non, il ne peut pas. D'accord ? C'est plus important de garder un jeune poulain hydraté en cas de stress. On va diviser les causes en 2 parties. Les causes infectieuses qui souvent vont entraîner d'autres symptômes comme de la fièvre ou des articulations gonflées, un poulain qui colique par exemple. Et l'autre partie sera des causes non infectieuses. Les portes-entrées dans notre poulain pour nos agents infectieux, c'est la bouche, le nez et le nombril. Et en fait, il va être infecté partout autour de lui. Ça veut dire l'environnement, les pâtures, le box, les crottins de la mère, le lait de la mère peut infecter un poulain. Et aussi, ne pas oublier, les mamelles peuvent être assez sales et peuvent avoir des bactéries sous elles aussi. Alors, j'ai fait un petit schéma. Donc, de la naissance jusqu'à 7 mois du poulain, ici, il y a quelques agents infectieux. N'oubliez pas que notre poulain, il est né avec une 0 immunité, très important. Au début, il ne peut pas se battre contre des agents infectieux et c'est seulement le colostrum de la mère qui va lui donner un apport d'immunité. Alors, je ne peux pas parler de tous les agents infectieux aujourd'hui, donc je vais parler des principaux. Je ne vais pas parler de E. coli, non plus du corona, qui peut aussi causer une diarrhée chez le poulain, mais vous inquiétez pas, si vous avez chopé le corona, vous n'allez pas causer une diarrhée chez votre poulain. Voilà. Alors, numéro 1, rotavirus, assez connu, surtout dans des gros élevages. Un agent infectieux très contagieux. Donc, s'il vous plaît, désinfectez bien vos box. Si vous avez un doute que vous avez un rotavirus, il faut isoler vos chevaux et les poulains. Alors, souvent, un poulain, il va d'abord être un peu déprimé. Il ne va pas trop vouloir boire, peut-être une petite fièvre. Et souvent, la diarrhée vient qu'après ça. Donc, surveillez vos poulains. Il va persister très longtemps dans l'environnement, notre rota, jusqu'à 9 mois. Et la diarrhée, souvent, elle est assez liquide et ça pue assez fort. C'est surtout sur des poulains qui ont moins de 2 mois, mais souvent, autour de moins d'1 mois, souvent quand même. Prochain, c'est une bactérie assez dangereuse. C'est une bactérie anaérobie qui va produire des toxines, c'est le Clostridium. Bon, il y a plusieurs sortes de Clostridium, je vais pas vous expliquer ça aujourd'hui. Souvent, ça va causer une diarrhée qui peut être hémorragique, donc avec du sang dans la diarrhée. C'est une colique très dangereuse qui peut entraîner des coliques, le ventre gonflé. Le poulain, il est souvent dans un état de choc et il y a une haute mortalité. Ça demande vraiment des soins intensifs. Alors la salmonella, encore une bactérie. En fait, elle peut causer une diarrhée sur tout le long de la vie d'un cheval. Un petit poulain jusqu'à un poulain de 7 mois, jusqu'à un cheval beaucoup plus âgé. Chez un poulain, la source d'infection, c'est l'environnement, mais surtout aussi les crottins de la jument. D'autant plus, très important, nettoyer, curer vos box. La salmonelle peut rentrer dans le sang du poulain et causer d'autres problèmes. Par exemple, des arthrites septiques, des problèmes d'uvéite, des ostéomyélites. Donc il faut vraiment mettre un traitement antibiotique en place assez rapidement. Une bactérie que vous connaissez peut-être un peu moins bien, c'est le Lawsonia. Une bactérie qui va atteindre un poulain plus âgé, de 4 à 7 mois, et qui va surtout causer de la diarrhée dans une période de stress. Après un vermifuge, après un vaccin, mais surtout autour du sevrage du poulain. Les symptômes peuvent être très différents. Ça peut aller d'une diarrhée aiguë très forte jusqu'à un poulain qui est pas beau, qui est un peu maigre, avec un mauvais poil. On dirait qu'il a un problème de verre, clairement. Mais en fait, il faut faire une prise de sang et on voit qu'il a une hypoprotéinémie. Et on peut aussi faire une échographie abdominale et on va voir que la paroi de l'intestin est épaissie. Ça demande vraiment un traitement antibiotique assez costaud avec de l'oxytétracycline intraveineuse.
Alors, rhodococose, vous allez penser, mais ça fait tousser un poulain, ça fait des abcès pulmonaires, oui. Mais souvent, avec une rhodococose, on a quand même souvent de la diarrhée. Alors, oui, la rhodococose peut éventuellement causer des abcès intestinaux, mais c'est surtout les antibiotiques le problème. Alors, l'année passée, nous, on a eu beaucoup de problèmes avec des poulains qui ont reçu un traitement rhodo en préventif et qui sont arrivés en état de choc à la clinique que malheureusement on n'a pas pu sauver. Donc là, je demande vraiment de ne plus faire des traitements de rhodo en préventif. Les poulains peuvent mourir. Et faites surtout attention, donc c'est un traitement qu'on donne par voie orale. Il y a des gens qui vont nettoyer leur seringue dans l'abreuvoir de la mère. Vous pouvez tuer la jument. Elle peut aussi faire une diarrhée, elle peut en mourir. On en a eu le cas aussi à la clinique. Donc souvent le traitement, si c'est vraiment nécessaire, on va le donner avec des probiotiques en plus. Et donc le rhodo, il est vraiment très persistant dans l'environnement, surtout dans des terrains poussiéreux. Mais ça vient surtout des crottins de la jument. Alors, les causes parasitaires vont être occasionnellement la cause d'une diarrhée. Bon, je ne vais pas trop en dire. On peut avoir une crypto qui va causer une petite diarrhée sur un poulain jeune avec une immunodéficience. Et on a Strongyloides westeri qui est passé par le lait de la jument au poulain qui a 0 immunité de nouveau. Et ça peut donner des petites diarrhées chroniques. C'est pas très souvent. Après, nos diarrhées non infectieuses. Alors, dans ces cas-là, on n'a pas trop de fièvre ou des articulations gonflées. Voilà. Alors, celui que vous connaissez le mieux, c'est la chaleur de lait. Donc, d'autres poulains, souvent, il est encore en bon état. Il est alerte, il a bon appétit. La cause n'est pas vraiment connue. Donc, ça pourrait être lié à un problème parasitaire, mais on pense surtout que ça a à voir avec l'installation de la flore intestinale du poulain. Et souvent, un peu de probiotiques, comme du Flore Process, ça suffit pour soigner le poulain. Quand vous avez un orphelin, on peut causer de la diarrhée en fait quand on ne concentre pas bien notre lait. Ça veut dire trop concentré ou pas assez concentré. Et surtout, jamais donner du lait bovin. C'est très très mauvais pour vos poulains. Ne jamais faire. D'autres petites causes non infectieuses, comme je vous ai dit là tout de suite, un poulain qui va se jeter dans l'abreuvoir de la mère, sur des poulains âgés, vous remontez l'eau ou vous trouvez une solution pour ça. C'est décrit que des poulains peuvent faire une intolérance à la lactose suite à un épisode de maladie, par exemple. Il suffit de couper le lait, mettre un panier au poulain et d'arrêter le tété. Et après un jour, normalement, ils sont mieux. Et après, les antibiotiques, comme je vous ai dit déjà. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez surveiller la diarrhée du poulain. C'est quoi comme diarrhée ? Est-ce qu'il y a du sang dedans ? Ça, c'est sûr que c'est pas bien. Est-ce que c'est juste des crottins un peu mous qui restent collés aux fesses ? Ou est-ce que c'est un jet qui vous rend le box dégueulasse contre les murs ? Surveillez ça. Après, on va regarder d'autres symptômes. Est-ce qu'il colique ? Est-ce que les mamelles de la jument sont gonflées parce qu'il ne tète pas ? Est-ce qu'il y a un pli de peau ? Est-ce que j'ai d'autres poulains qui sont aussi malades avec de la diarrhée ? Alors, si vous avez un poulain avec de la fièvre, c'est probablement un agent infectieux. Du coup, vous devez isoler votre poulain. Donc, ou vous le mettez complètement à part des d'autres juments avec leur poulain, ça veut dire dans un autre bâtiment, un autre paddock. Si vous ne pouvez pas faire ça, il faut utiliser du matériel à usage unique, mettre un pédiluve et surtout bien désinfecter avec un pulvérisateur ou avec une canon à mousse pour désinfecter le box. Les premiers soins que vous allez faire, essayez de faire boire le poulain. Vous devez nettoyer les fesses. Pourquoi ? Parce que vous devez pouvoir évaluer comment l'évolution de la diarrhée. Ça veut dire, est-ce qu'elle est toujours aussi liquide ? Est-ce qu'elle devient beaucoup plus pâteuse ?
Surtout si vous donnez un traitement comme du Smectol qui peut vraiment boucher un poulain, vous devez bien suivre ça de proche et arrêter au plus vite possible si vous voyez que la diarrhée est arrêtée. Alors vous pouvez facilement donner vous-même des probiotiques et surtout n'oubliez pas de la calmagine, ça peut toujours être utile. C'est comme nous, quand la gastro, on se sent vraiment pas bien, on a mal au ventre, on veut pas manger, voilà. Le poulain, c'est la même chose. S'il a mal au ventre, il va pas aller boire chez la jument. Parfois, un coup de calmagine peut vraiment vous aider à faire boire un poulain, par exemple. Alors, vous appelez votre vétérinaire quand vous avez vraiment de la fièvre, quand vous avez des crottins avec du sang, très, très important, quand ça dure plus de 4 jours et si vous avez des symptômes assez graves comme des muqueuses rouges ou un poulain très faible. Nous, on vient et on peut au moins faire les premiers soins, faire une prise de sang, surtout tester les IgG sur un jeune poulain, éventuellement faire un prélèvement des crottins. Si votre poulain il est vraiment dans un état très mauvais, on peut le mettre en soins intensifs. Là, on peut le mettre sous perf continue, donner un plasma et poser éventuellement une sonde nasogastrique permanente pour lui donner du lait s'il refuse de téter chez la mère. Un petit mot sur l'analyse de crottin. Alors, on ne le fait pas souvent. Pourquoi ? Parce que ça prend beaucoup du temps. Le temps que nous, on est passé chez vous, on a fait le prélèvement, on retourne à la clinique, on doit envoyer tout ça. Le laboratoire doit prendre le temps d'analyser ça. On est facilement 3-4 jours, voire 7 jours plus tard. Surtout si c'est une culture, ça prend énormément de temps. Parfois, on n'a pas ce temps-là, sachant aussi qu'on a beaucoup d'effets négatifs quand même sur ces prélèvements. Donc on peut faire des PCR, donc c'est comme avec le corona par exemple, on peut faire du PCR et avec de la salmonelle on va faire une culture mais pendant au moins 3 et mieux 5 jours. Donc ça demande vraiment beaucoup du boulot et des frais aussi. Très important quand on fait le prélèvement des crottins, on doit le faire avant les antibiotiques. Donc de nouveau la salmonelle, on ne va pas prélever un poulain pendant 3 jours pendant qu'il fait la diarrhée et ne pas donner des antibiotiques. Donc voilà, analyse des crottins, parlez-en avec votre vétérinaire si c'est vraiment un bon plan ou pas. Alors, prévention, hygiène de box. On veut un box bien propre, sans trop de crottins, même pas. Gestion de pâture. Si vous avez une pâture où il y a des poulains avec la diarrhée, ne mettez pas d'autres poulains là-dedans. Voilà, retirez les crottins au max possible. Il faut gérer ça. Désinfecter le box et surtout les murs aussi. Nous, on utilise un canon à mousse avec du Stéricet. C'est très facile à utiliser, ça marche très bien. N'oubliez pas de désinfecter le nombril après la naissance. Et alors, très important dans la diarrhée, c'est le transfert d'immunité, qui est dépendant de 4 facteurs. La qualité, ça, vous pouvez tester avec votre réfractomètre. La quantité, surveillez que votre poulain boit assez de colostrum, surtout dans les premières 12 heures. Ce qui vient à mon 3e point, le timing. Et je me suis perdue dans le 4e point. Quantité, qualité, timing et absorption. Donc notre poulain, il doit aussi absorber tous les anticorps qui sont dans le colostrum, bien sûr. Et donc, pour être sûr, vous testez les anticorps par une analyse sanguine. Un petit mot sur le rotavirus. Donc maintenant, il y a un vaccin qui sera disponible en France. Bon, aujourd'hui, le jour d'aujourd'hui, on ne peut pas l'avoir parce qu'il est bloqué à cause du Brexit. Mais pour l'année prochaine, vous allez pouvoir vacciner vos juments. Si vous êtes un élevage qui a des problèmes avec ça, c'est peut-être un bon plan. Voilà. Le protocole sera que pendant la gestation de la jument, on va la vacciner à 8, 9 et 10 mois. Et normalement, comme ça, après 3 semaines, l'immunité passera dans le colostrum et notre poulain sera protégé. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup Léna, mais ne partez pas, parce que j'ai reçu un certain nombre de questions pendant
conférence qui était passionnante et à laquelle vous allez vous faire un plaisir de répondre. Alors, on me parlait en effet du vaccin de rotavirus et on m'en demandait à peu près le prix. Alors exactement, ça sera déterminé encore, mais c'est assez cher. Hein. On est, je pense, autour de 50 € par vaccin. D'accord. Assez cher. Une dose, un poulain. Oui. Oui. Par injection. Donc c'est ça. C'est assez cher. Oui. Il faut tenir ça en compte. 50 €. Oui. On est 3. 8, 9 et 10 mois. Donc 3 injections de Si moi j'ai bien reçu l'information, c'est comme ça en tout cas. Voilà. c'est-à-dire À confirmer. c'est à quel intervalle de temps les vaccinations? 8, À 8 mois 8 mois, Oui. à 9 mois et à 10 mois. pour le poulain. Pour la mère, on injecte la mère. Voilà, c'est ce que je voulais vous entendre. Voilà. Oui. On va vacciner la mère pendant la gestation, comme ça qu'elle va donner l'immunité au poulain pendant qu'il va boire le colostrum. Très bien. Donc jument pleine, 8 mois, 9 mois. 10 mois. Donc pour la plupart des clients, le jour d'aujourd'hui, ça c'est trop tard, on ne peut plus le faire. Par contre, voilà, on pourra le faire l'année prochaine éventuellement. D'accord. Bah, ça c'est une très bonne réponse parce qu'il y avait beaucoup de questions là-dessus. Alors, autre question. On me demande, en ce qui concerne la diarrhée, qu'on appelle la diarrhée de chaleur de la jument. Oui. Donc à peu près à 9 jours après le poulinage. Est-ce qu'il vaut mieux, à quel moment est-ce qu'il est le plus opportun de vermifuger la jument, qui peut-être va permettre à la diarrhée de ne pas être aussi virulente? Alors, c'est pas vraiment lié à la chaleur de lait. Allez, c'est pas prouvé que c'est ça la cause. Je pense que pendant la gestation, il faut déjà bien vermifuger, déjà avoir un protocole normal de votre jument. Et vous pouvez mieux vermifuger votre jument 15 jours avant le poulinage, ça serait mieux de le faire. Parce que si vous vermifugez votre jument 7 jours après le poulinage, en fait, elle va jeter tous les vers dans le box. Donc, vaccination de la jument, Vermifuge. plutôt, Avant le poulinage. dans les 15 jours qui précèdent le poulinage. Oui. Très bien. Ben, c'était ça qu'il fallait éclaircir. Et voilà. Merci beaucoup Merci. pour cette belle et très intéressante conférence. Avec plaisir. Merci. Donc, avant de passer à la troisième conférence, oui, donc je disais, avant de passer à la troisième conférence, je voulais redire combien ça a été formidable de pouvoir faire cette tournée des étalons. Et je remercie tous les gens qui se sont connectés. Il y en a énormément. On a eu énormément de vues. La tournée des étalons, les derniers reportages, ce sera demain. Ça sera demain avec le Haras du Lion, je crois. Et donc il faudra continuer bien sûr à les visionner, et ensuite vous aurez un menu de toutes les conférences, de toutes les tournées d'étalons que vous pourrez reconsulter bien sûr, et ceci est déjà en ligne, me signale-t-on à la régie. Donc surtout ne vous en privez pas, et on remercie beaucoup les étalonniers qui ont joué le jeu, qui nous ont permis quand même de présenter une version tout à fait différente, mais du salon des étalons du Lion d'Angers. Mais il s'est passé quelque chose, il y a eu un événement, les éleveurs ont pu et peuvent toujours voir les étalons dans leurs allures, dans leur physique, et bravo et merci à tous. 41 étalons ont été présentés de cette façon-là à travers la tournée des étalons du Grand Ouest. La troisième conférence, qui donc est patronnée
par Bio3G. Bio3G présenté par Alexia Jaglin, qui va nous parler un tout petit peu donc de cette compagnie Bio3G que tout le monde ne connaît pas forcément, et qui va nous faire une démonstration de l'importance des amendements écologiques pour la production équine. Alors bonsoir à tous et merci, tout d'abord merci pour votre présence. Donc moi je m'appelle Alexia Jaglin, je suis en charge du développement des filières chez Bio3G. Ça fait un peu plus de 10 ans maintenant. Et aujourd'hui donc je vais vous présenter Bio3G au sein de la filière équine. Alors pour introduire mon sujet, j'ai ramené un petit outil que tout le monde connaît. J'ai choisi cet outil tout simplement parce que le MOR, c'est le premier outil de communication qu'on va avoir avec le cheval, quelle que soit la discipline qu'on fait. En pratique, il est primordial de travailler un cheval aux deux mains, puisque même s'il est droitier ou gaucher comme nous, malgré tout, pour sa musculature, on va avoir tendance à vouloir le travailler de la même manière. Certaines croyances ont la tête dure, puisque quand on dit que, quand on a tous commencé un jour à monter à cheval, on a au moins une fois dans sa vie utilisé ce type de mors, donc un mors simple, à brisure simple, 2 anneaux, tout ce qu'il y a de plus simple, en se disant c'est l'outil le plus simple et le plus doux qui existe. Or, ce premier outil de communication qu'on va avoir avec le cheval est totalement asymétrique, donc on a un outil qui est faussé au départ, alors que c'est le premier canal de communication avec le cheval. Un autre domaine a un certain nombre de croyances mystiques, puisque on va retrouver un peu les mêmes théorèmes dans le domaine des prairies, tout simplement parce que, par exemple, quand un crack qui a d'excellentes origines, en règle générale, est-ce qu'il donnerait lui-même le meilleur de ce qu'il peut donner aujourd'hui si on lui donnait que de l'orge à manger? À mon avis, non. Eh bien, un sol, c'est pareil. Un sol, c'est vivant, ça a besoin d'entretien, et c'est la raison pour laquelle Bio3G s'exerce depuis 23 ans dans le domaine de l'agriculture, notamment. C'est pour aider la nature à exprimer mieux son potentiel. Donc, pour vous présenter l'entreprise, elle a été créée par Marc Guillermo, que vous voyez ici. Elle a été créée en 1997, donc il y a 23 ans. C'est une entreprise qui développe et qui commercialise des solutions naturelles pour les professionnels de l'agriculture et également les professionnels des espaces verts. Donc, c'est une entreprise qui a fait le choix de la vente directe. Et aujourd'hui, c'est 300 acteurs terrain qui sillonnent l'ensemble de la France. Depuis 2018, nous avons fait une alliance avec le groupe Éléphant Vert, ce groupe qui notamment a une filiale qui s'appelle Orbrun, que vous connaissez peut-être si vous êtes jardinier amateur. Donc le concept de Bio3G. Notre concept, il s'appuie sur le cercle vertueux de la nature, qui dit que l'équilibre du sol conditionne l'équilibre du végétal, qui forcément conditionne l'équilibre de l'animal, et par retour des déjections, ça retourne au sol. Selon le diagnostic réalisé, au niveau de la gamme sol, on va avoir 4 sous-catégories de produits. Et ensuite, on va avoir 21 solutions au total au sein de la gamme sol. Cette gamme, elle s'applique avec des épandeurs à engrais et c'est uniquement une gamme solide. Ensuite, la gamme végétale se compose, elle,
de 4 sous-catégories qui vont différer en fonction de l'objectif que l'on peut avoir, et on y trouve 10 solutions qui sont liquides et qui s'appliquent uniquement aux pulvérisateurs. Ensuite, on a la gamme animale. Donc la gamme animale, elle se compose, elle, de 6 solutions pour les litières et pour les fumiers, et 5 solutions pour améliorer l'efficience des rations. Donc dans un premier temps, je vais vous parler des fumiers et des litières, et dans un second temps, je vous parlerai des prairies. Néanmoins, avant ça, j'ai voulu juste vous parler de Bio3G dans le sens où c'est une entreprise qui ne cesse de vouloir augmenter son professionnalisme auprès de sa clientèle. Donc pour cela, nous avons un service recherche et développement qui est composé de 4 personnes, dont un docteur en phytopathologie. Aujourd'hui, Bio3G a obtenu 3 AMM pour ses produits. Donc AMM, c'est délivré par l'ANSES, et c'est notamment un gage de sécurité et de sérieux pour les utilisateurs. Ensuite, nous avons un service technique. Donc ce service technique, lui, il est un peu plus étoffé, il se compose d'une 15aine de personnes. Ce service, il vient en appui en fait au terrain pour venir performer, pour venir apporter plus d'éléments pour nos clients d'un point de vue technique. C'est eux qui dispensent aussi les animations techniques, des réunions en bout de champ qu'on peut faire, ou à l'appui d'analyse de sol, etc. Et enfin, nous avons également des partenariats techniques et scientifiques avec un certain nombre d'institutions, qu'elles soient publiques ou qu'elles soient privées. Pour n'en citer que quelques-unes, on travaille notamment avec l'INRA, on a développé plusieurs produits avec l'INRA, le CNRS. On travaille aussi avec des chambres d'agriculture, un certain nombre de partenaires. Bio3G, avant tout, c'est une entreprise qui travaille dans le domaine agricole, puisque 90% de notre clientèle, c'est les professionnels de l'agriculture. Donc pour vous en montrer un petit panel, si je vais de gauche à droite, donc on travaille à la fois avec des viticulteurs, des céréaliers, des arboriculteurs, dont certains sont en AOP, des gérants de golf ou bien de châteaux, des producteurs de fromage, dont certains sont très connus, des producteurs de pommes de terre qui fournissent notamment des enseignes multinationales dans l'agroalimentaire, mais également des stations de ski, des mairies, des maraîchers, ou encore des chefs étoilés, des stades, des producteurs de roses qui fournissent des parfums de luxe, des maisons de champagne, et également des parcs animaliers dont certains sont sur le podium européen. Au total, Bio3G représente 35 000 clients, donc c'est une réelle mixité de clients que l'on peut visiter chaque jour. Vous allez me dire, oui, mais Bio3G au sein de la filière équine. Donc Bio3G, c'est 730 clients partenaires dans la filière, quelle que soit la discipline, et on apporte une offre sur mesure à chacun, puisque chaque structure équestre va avoir des spécificités et des objectifs qui seront différents. Pour n'en citer que quelques-uns, vous connaissez forcément la piste emblématique du Grand Parquet, avec laquelle on travaille depuis longtemps, l'hippodrome du Touquet, mais également le médaillé aux Jeux de Rio, Philippe Rosier, le haras de Molpère, dont M. Rouxel peut témoigner, mais également le haras d'Hautfort dans le domaine du trot. Alors, à propos de vos litières et des fumiers. Le constat a été simple, c'est que d'une part, les règles sont identiques pour toutes les exploitations agricoles, dont les structures équestres. Et le règlement sanitaire départemental fait appliquer un certain nombre de mesures qui concernent notamment la gestion des fumiers. Et notamment, je pense que vous avez tous déjà entendu parler des directives nitrates auxquelles il faut faire attention, puisque une structure peut être sanctionnée si elle ne respecte pas ces directives. Le deuxième constat, c'est que les litières, de manière générale, se souillent quand même assez vite. Dans une écurie, on a toujours
quelques chevaux qui vont être plus sales que d'autres. Les odeurs d'urine, donc les remontées d'ammoniac peuvent être parfois désagréables et ça peut aussi engendrer une mauvaise image auprès du public, des propriétaires ou des visiteurs. Le temps dédié au curage est conséquent. Dans la majorité des structures, le curage, il est manuel, il n'est pas forcément mécanique et ça revient forcément de manière très très fréquente. Et pour le coup, ce curage, il consacre un temps quand même important dans les différentes structures. La particularité du fumier de cheval, c'est que c'est un fumier très pailleux, il est considéré comme fumier compact et par conséquent, il se composte mal naturellement quand il est sorti des écuries. Il faut savoir qu'un cheval produit en moyenne 12 tonnes de fumier par an. Donc si on prend une écurie qui va avoir une trentaine de box avec des chevaux, ça représente 360 tonnes de fumier par an. Donc ces 360 tonnes, l'idée c'est de se dire mais de quelle manière je peux aussi les valoriser en engrais et en faire quelque chose que ça soit au-delà du déchet. De ce fait, comment améliorer mes litières pour valoriser en engrais? Donc chez Bio3G, on propose une solution complète qui démarre de l'hygiène. Donc avant tout, on va démarrer à l'hygiène du box puisque donc c'est une gamme de valorisateurs de déjection animale. Et en premier lieu, c'est un produit qui est en poudre. Et ce produit, il va participer de manière générale au bien-être des chevaux et aussi des humains qui sont dans l'utilisation au quotidien. Puisqu'il apporte d'une part, c'est un asséchant qui a une grosse performance asséchante par rapport à sa composition. Et de ce fait, les litières vont être plus sèches, donc les chevaux vont forcément être plus propres, et ce qui apporte plus de confort pour les animaux. Ensuite, c'est une solution qui apporte du confort au niveau des voies respiratoires et également au niveau des pieds. Au niveau des pieds, c'est logique, si on a une litière qui est plus sèche, mais forcément, les fourchettes ou les pieds vont moins s'abîmer. Mais également au niveau voie respiratoire, puisque nos solutions sont composées entre autres d'huile essentielle, ce qui permet de dégager les voies respiratoires. Ça reste un préventif, bien sûr. Ensuite, le point important, c'est que c'est une solution qui est naturelle, donc naturelle à la fois pour les humains, c'est important puisque c'est des produits qu'on peut mettre directement à la main, il n'y a pas besoin de mettre des gants, ça ne va pas vous brûler, ça ne va pas attaquer les yeux non plus, donc pour l'humain, il y a un côté confortable, mais également pour le cheval, puisque ça permet d'éliminer tout risque éventuel d'allergie. Le curage est moins pénible. Donc là, je parle toujours du curage manuel, puisque quand vous curez à la main, si c'est très humide, bah forcément c'est plus lourd. Là, le fait que la litière soit plus sèche, on a un fumier qui est plus facile à curer. Et enfin, on a une économie de litière possible, alors qui est observée chez nos utilisateurs, qui va jusqu'à 15%, selon le type de litière qu'on va utiliser, que ça soit de la paille, du copeau, ou que ça soit aussi des bouchons, etc. Donc en majorité, nos solutions sont surtout utilisées pour ces raisons-là. Mais en plus de cela, ces solutions vont travailler sur la valorisation du fumier en engrais. Puisque au lieu d'acheter de l'azote ou des éléments pour venir fertiliser vos sols, vous pouvez peut-être réfléchir à transformer cette matière organique et la valoriser différemment sur vos terres. Donc pour cela, lorsque vous épandez vos fumiers sur vos prairies, on observe un compostage qui est plus rapide. Le fumier qui a eu de ces solutions, il se composte plus rapidement. Il est plus fertile, c'est démontré scientifiquement. Il est plus riche en unités fertilisantes. Donc quand vous allez apporter, admettons, 15 tonnes de fumier dans vos prairies, vous allez les enrichir en éléments N, azote, phosphore, potasse, calcium, etc. Et enfin, le fumier, il est plus sain. Au sujet de vos prairies maintenant. Donc, tout d'abord, on va parler du fourrage. Donc, le fourrage, c'est la première source d'alimentation pour le cheval. Un cheval de 500 kg, en moyenne,
il ingère 10 kg de matière sèche en une journée. Cela va varier en fonction de l'intensité du travail et du type de cheval. Le fourrage représentera de 50 à 100% de sa ration. Une petite anecdote que j'ai voulu vous transmettre, c'est que 1 kg de foin, ça représente 40 minutes. Le cheval met 40 minutes à l'ingérer. Ça représente 3000 coups de mâchoire et 4 litres de salive. D'où l'importance d'avoir un fourrage de qualité. La répétition des phénomènes de sécheresse, mais également les pluies violentes qu'on observe à répétition d'année en année, le changement climatique, sont des choses qui impactent directement la production d'herbe et qui amènent une fluctuation à la fois de la quantité, mais aussi de la qualité des herbages et en plus des prix des fourrages lorsque vous devez les acheter. Bien que le choix de l'aliment, on en parlait tout à l'heure avec Red Miles, le choix de l'aliment, souvent c'est quelque chose qui est minutieusement étudié dans une structure équestre. C'est pas laissé au hasard de se dire aujourd'hui je vais travailler avec un tel. Et par contre, on se pose pas toujours la question de se dire mais mon fourrage ça va être ma première source d'alimentation du cheval, et pour autant on ne fait pas forcément d'analyse du foin. Moi je vous encourage sincèrement à faire au moins une analyse de votre foin dans l'année, enfin sur l'année qui a été en cours, de faire une analyse de votre foin pour voir quelles sont les valeurs de référence qui aidera aussi votre marchand d'aliments pour régler la ration au mieux de vos animaux. Cela permet de réduire l'apport en concentré en favorisant notamment la santé digestive et le bien-être du cheval de manière générale. Les besoins d'un sol sont forcément différents qu'on soit en Normandie ou qu'on soit dans le Gard. Aujourd'hui, l'achat d'aliments, si on regarde sur des données du CER, l'achat d'aliments, c'est le premier poste de charge opérationnelle dans une structure équestre, ce qui est quand même assez important. Ça va de 19 à 31%. De ce fait, comment optimiser ma production d'herbe tout en préservant mes sols? Donc pour cela, je vais vous présenter des résultats d'essais en prairie. Donc on a mené des essais sur la campagne dernière. Ça a été fait sur 5 départements, 25 parcelles en test. À chaque fois, nous avions mis en place une partie bio 3G et une partie témoin à côté pour mesurer d'une part les différences en termes de volume et d'autre part les différences en termes de qualité, à savoir les teneurs en protéines et également les teneurs en minéraux. D'un point de vue visuel, ce qu'on a pu observer, c'est que, donc on fait des prélèvements de cette manière-là, on avait globalement un meilleur enracinement, une résistance au stress plus importante, de ce fait une reprise végétative plus rapide, puisque on pouvait avoir un épisode de sec, derrière quand il pleut de nouveau, ça repart plus vite. Voilà ce qui est observé. Des prairies plus denses, plus vertes, et des prairies plus saines. Donc ces solutions sont naturelles, elles sont brevetées, donc il y en a de différentes déclinaisons en fonction du type de sol et des constats observés sur le terrain. C'est important d'aller voir sur le terrain ce qui se passe. Et ce qui est important, c'est que lorsque vous faites l'application de ce type de solution, c'est qu'il n'y a pas de temps de latence entre l'application et la remise des chevaux à l'herbe. Il n'y a aucun risque. Par voie de conséquence, on va améliorer aussi la structure, la qualité des sols, donc qui a un impact direct avec le piétinement ou l'arrachage des chevaux, qui sont vraiment très, très, très propres aux chevaux. De même, on a un maintien de la diversité de la flore qui est plus important, puisqu'on stimule en fait chaque espèce végétale, ce qui participe également à la maîtrise des refus dans les prairies, qui est un vrai fléau aujourd'hui dans les prairies des chevaux, et ça participe également à une amélioration de l'appétence.
D'un point de vue rentabilité économique, donc sur ces mêmes essais qu'on a menés, on a donc pesé la partie témoin, la partie bio 3G, et qu'est-ce qui a été observé? En moyenne, c'est plus 28% de volume supplémentaire en foin sur une coupe. En moyenne, sur les 25 parcelles dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, ce qui représente une tonne, 256 kilos exactement, de foin en plus sur une coupe à l'hectare. De ce fait, ramené à un prix du foin l'année dernière qui était autour de 120 € de la tonne, ça revient à un gain brut de 151 € de l'hectare. Rien que par le volume généré en plus, la solution apportée, quelle qu'elle soit, elle sera amortie. Et le plus de tout ça, c'est que on va travailler également sur la qualité du fourrage. Et j'y viens. L'optimisation des valeurs nutritives du fourrage. Donc d'une part, on a mesuré les teneurs en protéines. Donc les teneurs en protéines, donc en termes de MADC, nous avons mesuré les différences entre le témoin et la partie avec Bio 3G. En moyenne, 14% de protéines en plus générées par Bio 3G. Concrètement, ça permet d'être plus autonome vis-à-vis des intrants, puisque les sources de protéines, on l'a vu tout à l'heure, sont apportées dans des aliments du commerce, mais aussi sous forme, vous connaissez tous le tourteau ou d'autres sources de protéines qui coûtent relativement cher. Et en plus, alors les chevaux, c'est comme nous, ça valorise forcément mieux une protéine qui va être ingérée via le fourrage plutôt que de l'apporter en plus à côté. Nous, quand on mange une orange, on valorise forcément plus les vitamines d'une orange que si on prend des compléments alimentaires, quels qu'ils soient. Vous connaissez l'intérêt des minéraux au niveau des os, au niveau des muscles, au niveau du métabolisme des animaux. Et ça coûte cher d'en rajouter en plus dans la ration. Ce que je veux vous montrer, c'est que on a mesuré également en termes de calcium, magnésium et phosphore l'incidence que nos solutions pouvaient avoir. Et concrètement, c'est 21% de calcium en plus, 7% de phosphore et 19% de magnésium supplémentaire. Donc c'est des choses qui sont importantes parce que, alors d'autant plus pour un cheval athlète, puisque lorsqu'on augmente la part de l'avoine dans les rations, souvent ça peut créer un excès de phosphore au niveau des rations. Et de ce fait-là, on a le calcium et le magnésium qui se détériorent au niveau de la digestibilité et la rétention est moins bonne. D'où l'intérêt d'aller sécuriser les apports en calcium et en magnésium. En fait, on renforce la marge de sécurité. Nous sommes également partenaires, juste pour votre information, du label Écuresse, puisque nous sommes une entreprise engagée dans le développement durable. Et de ce fait, on valide un certain nombre de critères dans le sens du développement durable, notamment avec le label Écuresse. En résumé, vous attachez beaucoup d'importance au confort et à la qualité de la litière. Vous souhaitez réaliser un bilan de vos sols et de votre production herbagère. Vous avez la volonté d'optimiser la gestion de vos prairies afin d'être plus autonome et mieux gérer leur longévité. Eh bien, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez nous contacter directement via le numéro qui s'affiche. Par le standard également, les contacts seront relayés directement aux personnes référentes de chaque secteur, puisque chaque secteur a ses spécificités. En tout cas, merci pour votre attention et bonne soirée à tous. Merci beaucoup Alexia, c'était une fois de plus une conférence qui nous a appris beaucoup de choses et qui nous a fait prendre conscience, je pense, de l'importance de soigner nos prairies, de soigner nos sols. Et comme on aime mieux, on est dans une période où la malbouffe est mal vue. Je pense que on est aussi très conscient que il faut que les sols soient traités comme des organismes vivants.
Et c'était vraiment très intéressant. Merci mille fois. Alors, nous allons maintenant passer à la conférence qui est sponsorisée par ASAP, Assurance Générale Laval, traditionnelle conférence juridique qui est toujours très appréciée et qui est menée avec beaucoup de brio par maître Sophie Beucher, qui nous rejoint maintenant et qui va nous parler du bien-être équin, vaste sujet. Celui-là. Voilà, excusez-moi. C'est bon pour le son? C'est tout bon? Petit problème technique, on s'organise. On s'organise. Merci, oui, je vous remercie de m'avoir invité. Je remercie d'abord Pierre Lecoq, les assurances ASAP Generali pour sa confiance renouvelée. Et puis je remercie également France Cyr. Bon, on est aujourd'hui en distanciel. On fait comme on peut. C'est vrai qu'il y en a un peu marre de parler des caméras et des ordinateurs. Vivement qu'on vous retrouve, mais bon, on fait comme on peut. Alors, on a choisi aujourd'hui un sujet avec Pierre Lecoq, un sujet d'actualité qui est le bien-être équin, le bien-être des animaux. C'est un sujet qui intéresse beaucoup l'opinion publique. Il y a une vraie sensibilité aujourd'hui de l'opinion. On le constate d'ailleurs dans les programmes politiques aujourd'hui. Il y a toujours la question du bien-être animal, ce qui n'existait pas avant. Et puis aux dernières municipales, aux élections municipales, il y avait le parti animaliste qui s'était présenté. Donc il y a une vraie évolution. Alors pourquoi? C'est la société, je pense, tout simplement qui évolue. On a aussi une pression des associations de défense animale, une pression très importante avec des buzz de L214 ou autres. Et puis cet intérêt, il est aussi exacerbé par malheureusement tous les actes de cruauté et de mutilation dont on a parlé en 2020. Alors par rapport à ça, je pense qu'il faut quand même raison garder parce que sur l'année 2020, il y a eu 500 plaintes de recensées. Sur ces 500, en réalité, 16% seraient liés à une action humaine. Donc il y a quand même un emballement médiatique autour de ça, c'est certain. Bon, maintenant, 16%, ça fait à peu près 70 mutilations. Ça reste intolérable au sens fort du terme. On ne peut pas tolérer ça. Et les individus qui font ça, pour moi, n'ont ni cœur ni cerveau. Ils doivent être absolument sanctionnés de façon très stricte. Merci maître. Donc on a la chance d'avoir avec nous maître Beucher, l'avocate au barreau d'Angers. Et une question primordiale, quels sont les outils juridiques pour défendre le bien-être des chevaux aujourd'hui dans la réglementation française? Alors, les outils juridiques, ils sont nombreux. On a quand même un panel de dispositions anciennes et relativement bien adaptées. On a, dès 1978, donc c'est assez ancien, la Déclaration des droits de l'animal, qui a d'ailleurs été revue récemment. Ensuite, le 4 mars 2016, a été adoptée une charte sur le bien-être équin, donc spécifique à la filière, qui a été signée par tous les représentants de la filière, qui est une sorte de code de bonne conduite pour les soins aux chevaux, qui est très intéressante également. Après, on a nos codes classiques. Le code pénal, bien entendu. Alors là, dans le code pénal, on ne va pas parler de bien-être, puisqu'on va plutôt parler du mal-être et des souffrances faites aux chevaux. Alors, dans le droit pénal, il y a différentes sortes d'infractions. Les contraventions, les délits, les crimes. Alors, en droit français, on ne va pas parler de crimes, mais simplement de contraventions et de délits pour les maltraitances aux chevaux. Alors, contravention 3e classe, c'est donner la mort ou blesser involontairement un animal. Là, c'est puni maximum de 450 €. On a ensuite la contravention de 4e classe, les mauvais traitements volontaires, 750 € au plus. Bon, ça paraît pas très conséquent. Ensuite, 5e classe, c'est le fait de donner volontairement la mort. Et là, l'amende, elle est de 1 500 € ou 3 000 en cas de récidive. C'est pas non plus très important, mais par contre, si on bascule dans la catégorie des délits, là, les sanctions sont bien plus sévères. Dans les délits, on retrouve les sévices graves, les actes de nature sexuelle faits à des animaux, les actes de cruauté et les abandons. Là, c'est puni de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende, donc on voit que la sanction est bien plus forte. Alors, on peut aussi appliquer des sanctions complémentaires qui sont la confiscation des chevaux et l'interdiction
temporaire ou définitive pour quelqu'un de posséder des animaux. Ce sont des sanctions qui peuvent être également prononcées par les juges. Alors à côté du code pénal, on a le code rural. Lui, le code rural, depuis 2000, donc ça fait déjà 20 ans, il reconnaît que les animaux sont des êtres sensibles. On en reparlera tout à l'heure, mais ça c'est important, depuis 20 ans ça existe déjà. Et puis après, dans le code rural, on retrouve des sanctions qui ressemblent un peu à celles finalement du code pénal. Privation d'eau, la privation d'alimentation, l'habitat, l'hébergement qui n'est pas adapté, le fait de laisser un cheval sans soin, et puis les mauvais traitements. Tout ça est sanctionné également par des contraventions, généralement de 4e classe. Alors on peut citer aussi des réglementations spécifiques. Par exemple, le transport des équidés est très réglementé. Il y a également des réglementations sur les bâtiments d'élevage, ça c'est prévu. On peut citer aussi les réglementations spécifiques à la filière, le code des courses au trot, le code des courses au galop, et puis les règlements fédéraux. Ils ont tous évidemment une préoccupation pour le bien-être des chevaux, avec des réglementations sur le dopage, sur les soins, sur certains enraînements, certaines aides. Donc il y a une réglementation très précise déjà dans notre filière. Et puis j'en termine avec un code que je voudrais vous citer, non pas des moindres, puisque c'est le code civil, donc c'est très important. On a eu une réforme qui a fait couler beaucoup d'encre en 2015, puisqu'il y a un article qui a été ajouté dans le code civil, l'article 515-14, et qui prévoit que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Alors ça existait déjà depuis 20 ans dans le code rural, mais là ça fait grand bruit parce que c'est dans le code civil, et ça a changé beaucoup de choses. Alors, merci bien pour ces éclaircissements. Quels sont les problèmes que pose la réglementation actuelle par rapport au bien-être animal ? Alors, aujourd'hui, le problème dans notre réglementation, c'est que depuis l'origine, depuis la création du Code civil 1804 de Napoléon, il n'existe que 2 catégories. On a les personnes, d'un côté, donc les personnes physiques ou les personnes morales, avec un régime juridique spécifique. Et à côté, on a les biens meubles ou biens immeubles. C'est tout ce qui existe aujourd'hui dans notre droit, avec un régime particulier pour chacun. Or, depuis l'origine, les chevaux et les animaux sont considérés par fiction comme des meubles. On leur applique donc le régime juridique des meubles. Et le problème, c'est que ce régime juridique, il n'est pas toujours très bien adapté, pas toujours très cohérent. Par exemple, on applique aux chevaux la garantie de conformité du Code de la consommation, qui est réservé normalement aux vendeurs professionnels et consommateurs, et ça pose certaines difficultés, parce que ça marche très bien pour une machine à laver ou une mobilette, mais pour un cheval, ça pose certaines questions. Donc on voit que le régime n'est pas forcément très bien adapté pour les chevaux, et aujourd'hui, je l'ai indiqué tout à l'heure dans le Code civil, on a créé une nouvelle catégorie. Donc on aurait aujourd'hui les biens, les personnes, et puis cette nouvelle catégorie des êtres vivants doués de sensibilité, mais avec un régime juridique qui reste celui des biens meubles. Donc la réforme du Code civil, elle a changé beaucoup de choses. C'est une porte ouverte à une réforme, mais finalement, elle n'a rien changé, puisque aujourd'hui, on est toujours sous le régime des biens. Alors, quelle est l'évolution ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut aller vers le régime juridique des personnes ? Est-ce qu'il faut considérer les animaux, les chevaux comme des personnes ? Alors, ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire qu'ils auraient des devoirs vis-à-vis de la société, mais aussi des droits. Alors, quels sont les droits d'un cheval ? Est-ce qu'on peut imaginer un droit, un cheval agir en justice ? Oh, je veux plus de carottes, vous êtes condamné à remettre des carottes tous les jours à votre cheval. Enfin, on ne peut pas imaginer qu'un cheval ait des droits et des devoirs, c'est pas possible. L'autre problématique, si on basculait vers le régime des personnes, c'est qu'on ne pourrait plus s'approprier les chevaux. On ne pourrait plus en être propriétaire, on ne pourrait plus les exploiter, puisqu'on n'a pas le droit de s'approprier une personne. Depuis la fin de l'esclavagisme, c'est pas possible. Donc on voit bien que ça pose un problème, et pour autant, il y a des associations, notamment 30 millions d'amis, qui militent pour ça, et qui veulent que les animaux soient créés et soient rattachés à un régime des personnes, ce qu'ils appellent les personnes animales, ou les personnes non humaines. Voilà les 2 propositions qu'ils font, ce serait de les rattacher là. Alors, on voit bien que ça pose quand même un certain nombre de problèmes. Alors après, les laisser dans le régime juridique des biens, c'est pas non plus très satisfaisant, mais on pourrait peut-être créer un régime qui soit une émanation du régime des biens, rester sur le régime des biens, mais avec des dispositions spécifiques liées aux chevaux. On voit d'ailleurs qu'il y a certains pays qui vont un peu plus loin que nous,
notamment la Suisse. Ils sont très très attentifs au bien-être animal en Suisse. Et par exemple, dans le cadre d'un divorce, c'est le juge qui attribue la garde des chevaux, comme pour les enfants, en disant c'est monsieur ou c'est madame qui va garder les chevaux. En Suisse, ils ont également un avocat spécialisé pour les chevaux. Et ils ont une réglementation plus poussée. Par exemple, il est interdit d'avoir un seul cheval. Il faut nécessairement qu'il y ait 2 chevaux au prix, on ne peut pas en avoir qu'un seul. Alors on voit que ça évolue dans certains pays et que ça évoluera sans doute, il le faut, chez nous aussi. Alors évidemment, ça nous pose, nous, dans le domaine de nombreuses problématiques, puisque nous avons en ce moment beaucoup d'associations animalistes qui essaient de plus en plus à empêcher de participer aux courses, ce qui est une opération totale, depuis l'Antiquité et avant, il y a toujours eu des courses de chevaux, et que le rapport si étroit entre l'homme de cheval et son cheval, il tient entre autres à la valorisation que le cheval peut lui apporter par ses performances. Donc on est très sensible à toutes ces évolutions actuelles, et il faut savoir certainement raison garder. Mais quelles sont quelles sont les perspectives d'évolution du bien-être animal? J'avais pas fini, monsieur le président, il est resté un petit bout, mais la conclusion était bien, on va la reprendre. Alors, les perspectives d'évolution du bien-être animal, il y a des perspectives déjà à court terme, puisque le gouvernement Macron avait fait de la cause animale, c'était dans son programme. Il en avait parlé, et effectivement, il y a une mission qui a été confiée au député Loïc Dombreval, qui a remis un rapport en juin 2020, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui est très complet, qu'on trouve sur Internet, qui fait beaucoup de propositions, plus de 120 propositions, sur le bien-être animal. Alors, il n'y a pas que les chevaux, mais il y a notamment beaucoup de propositions sur les chevaux. Ça a été déposé au mois de juin. Alors, pour l'instant, le gouvernement a eu, à mon avis, d'autres chats à fouetter, si j'ose dire. Mais on y reviendra. Et dans ces propositions, il y a des choses intéressantes. Par exemple, il propose d'obliger le propriétaire d'un équidé à faire une petite formation pour avoir un certificat de détention, un certificat de capacité pour être sûr qu'il connaisse bien les besoins de son animal. Il propose un vétérinaire sanitaire dès le premier achat, enfin dès qu'on a un cheval chez soi, imposer un vétérinaire sanitaire. Il propose de créer des abattoirs spécialisés par catégorie d'animaux. Il propose de faciliter la vente des chevaux abandonnés. Et ça, c'est une disposition importante. Et ça, même, il y a même un projet de loi qui a été rédigé. C'est vrai que l'éleveur qui a un cheval chez lui, dont le propriétaire ne paye plus les pensions, on n'a pas de réponse juridique satisfaisante. C'est vraiment très compliqué. Très long, très coûteux. On est obligé de passer par une saisie par un commissaire-priseur. C'est pas satisfaisant. Donc là, c'est vrai que c'est une réforme qui serait très utile. Et ça, c'est plus ou moins avancé dans les tuyaux. Ça serait une bonne chose. Il propose également de durcir les sanctions pénales. Alors ça, c'est pareil. Je pense que on va y venir aussi. Il y a eu une proposition de loi en septembre, donc c'est aussi bien avancé. Alors, le groupe LREM avait proposé de doubler les sanctions liées au délit. Je vous ai dit tout à l'heure, 2 ans de prison, 30 000 euros d'amende. Il propose de doubler, et donc 4 ans de prison, 60 000 euros d'amende. Bon, est-ce qu'il faut aller jusque-là? J'en sais rien. À mon avis, ce qu'il faut, c'est que déjà les juges aient bien conscience de cette problématique et appliquent vraiment de façon stricte la loi. Et on voit, à travers la jurisprudence, que les choses évoluent. J'ai trouvé 2 cas, 2 décisions de la Cour de cassation, donc la Cour suprême, c'est quand même intéressant, pour des cas quasiment similaires. Donc ce sont des chevaux qui sont abandonnés dans une pâture, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'alimentation, les chevaux sont blessés, certains sont morts, bon, on voit bien le tableau, abandonnés. Et en 2010, la Cour de cassation va considérer que c'est une contravention. Simple contravention, il n'y a pas d'intentionnalité de mauvais traitement selon la Cour de cassation. Alors on a vu les sanctions des contraventions, c'est une petite amende, hein, c'est pas grand-chose. Et puis en 2016, 6 ans après, donc pour vraiment des faits identiques, là elle va qualifier ça de délit d'abandon.
Donc là, on change quand même de catégorie, on passe au tribunal correctionnel en délit, et elle va prononcer 4 mois de prison avec sursis et une interdiction définitive pour le prévenu de détenir des équidés. Donc ce qu'il faudrait, je ne sais pas s'il faut durcir la réglementation et le code pénal, mais enfin, en tout cas, ce qu'il faut, c'est que les juges, et je crois que c'est le cas, les choses changent, que les juges aient bien conscience de cette problématique. Les animaux ne sont pas des meubles, ce sont des êtres sensibles, et il faut sanctionner très fortement tout comportement lié à des mauvais traitements. Alors, pour les mutilations, par rapport aux perspectives d'évolution, pour les problèmes des mutilations, il y a aussi des choses qui ont été faites. Ce qui a été prévu, c'est que les enquêtes soient nationalisées, qu'il y ait un vrai échange, c'est ça qui est important. Et c'est coordonné par l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique. Et puis après, il y a une surveillance accrue par les forces de l'ordre, mobilisation des services d'enquête. Donc ça, c'est du court terme, c'est dans l'immédiat, en espérant que les enquêtes qui sont en cours débouchent sur quelque chose. Pour l'instant, on est simplement au stade des enquêtes, c'est pas très avancé. Et puis à long terme, après, il faudra prévoir, comme je l'indiquais, peut-être une réécriture du Code civil, mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain, parce que s'il faut faire un statut juridique spécifique, ça va être long. Donc ce qu'il faut, je rejoins exactement ce que vous disiez, je suis tout à fait d'accord avec votre conclusion. Ce qu'il faut, c'est que les éleveurs et les professionnels s'emparent de ce sujet, mais ils le font depuis très longtemps, parce que, évidemment, un cheval qui souffre n'a jamais gagné quoi que ce soit. Donc ils le font. Il faut qu'ils continuent à le faire, à s'emparer de ce sujet, à être moteur de proposition, force de proposition. Il faut que la filière entière s'empare de ce sujet. Pourquoi ? Pour rassurer l'opinion publique, pour montrer que c'est quelque chose qui nous tient à cœur, pour rassurer le gouvernement et éviter que des associations qui sont effectivement extrêmes contre l'exploitation des animaux, pour éviter leur couper l'herbe sous le pied, pour pas qu'elles puissent effectivement agir, parce que ces associations voudraient qu'on n'exploite pas les chevaux. Alors ça veut dire quoi ? Il faudrait les laisser paître dans des prés verts avec des petites fleurs violettes et que les chevaux sont en liberté. Enfin, elles ne se rendent pas compte que si on fait ça, finalement, il n'y aura plus de chevaux. Si on ne les exploite pas, si on ne les mange pas, il n'y aura plus de chevaux. Donc c'est complètement... On ne peut pas aller jusque-là. Donc ce qu'il faut, c'est continuer les démarches qui ont été entreprises et continuer à se préoccuper du bien-être des chevaux, comme le font les éleveurs, et continuer dans cette veine-là. Je vous rejoins là-dessus, Monsieur le Président. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Je voulais aussi vous demander, dans l'exercice de votre profession, au barreau de Laval, d'Angers, pardon, si les justement les affaires de bien-être animal sont en augmentation ou si finalement c'est beaucoup de bruit médiatique, mais beaucoup de bon sens au niveau des plaintes, etc. Ah ouais, j'ai pas constaté, heureusement, alors c'est dans notre département en tout cas, de plaintes complémentaires. Après, il y a des associations comme la LFPC, la Ligue de protection du cheval, qui sont très actives par rapport à ça. Qui mènent aussi des enquêtes, parce qu'il y a aussi, on parle des mutilations certes, mais il y a aussi, il peut y avoir des maltraitances, il faut vérifier ça. Alors par rapport à ça, on a des pays également, ça pourrait être une avancée en France, où il y a des enquêteurs d'État ou payés par des associations avec des vraies formations. Ce sont des gens qui sont chargés de vérifier s'il y a de la maltraitance et ils enquêtent là-dessus. Chez nous, ça n'existe pas, ça pourrait être aussi une avancée. Voilà. En tout cas, par rapport aux actes de maltraitance récemment, non, j'ai pas constaté nécessairement d'évolution. Oui, c'est assez rassurant quand même. Oui. Et je pense que ce sont plus cette maltraitance dont on parle tant, c'est beaucoup des faits de négligence et de méconnaissance des animaux, et entre autres des chevaux pour ce qui nous intéresse, ce qui nous concerne, de la part de leurs détenteurs, à titre un peu privé. Mais je pense que tous les éleveurs qui sont professionnels ou des vrais amateurs dans le sens strict du terme, eux ont depuis longtemps intégré, et depuis toujours, je dirais, ont intégré cette notion de bien-être équin. Bien sûr, oui. Ils n'ont pas attendu les associations dont on parle. Voilà, absolument. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Voilà, qui était fort intéressant.
Alors, on va demander à Nelly de la Guillonnière des AQPS Ouest de venir nous dire un mot. Et bonsoir Nelly. Non, mais juste, tu as commencé, je vais conclure. Dire que malgré tout, faute de grive, on mange du berle. On s'est fait ces conférences. On a malgré tout maintenu la tournée des étalons. Alors, les conférences, les étalons, on a essayé uniquement de vous aguicher, de vous donner envie d'en savoir un peu plus. Donc, si vous voulez en connaître un peu plus, le vétérinaire, le Bion 3G, voilà, tout le monde est à votre disposition. Et les haras qui nous ont reçus, qui vous ont montré leurs étalons, sont là pour vous accueillir. On sait très bien que cette année, c'est un peu plus compliqué. Mais vous prenez votre téléphone, vous les appelez, vous leur rendez visite. Et c'est comme ça que ça pourra se faire mieux. Ce sera encore les plus belles des visites. Merci à tous de nous avoir suivis et à l'année prochaine, mais directement.